Donald Trump avait l'habitude de se moquer de Biden en l'appelant Sleepy Joe, et même les partisans de Biden le trouvaient en fait un peu mou, il manquait d'énergie, il faisait pâle figure par rapport à la testostérone qu'incarnait Donald Trump. Mais en fait, tout d'un coup, on se retrouve avec un président qui assure un véritable leadership, qui se transforme vraiment en leader et qui fait preuve d'autorité et d'activisme. On est passé de Sleepy Joe finalement à Super Biden. Alors, comment cela se traduit? Sur le plan intérieur déjà. Lorsque Joe Biden prend le pouvoir, les États-Unis sont complètement englués dans le marasme du Covid-19. Il y a un nombre de morts qui est le plus important au monde, un des nombres les plus importants en termes de proportion d'habitants. Joe Biden va lancer une campagne massive de vaccination, il va prendre des mesures sanitaires, et donc il a fait la promesse que le 4 juillet se déroulerait normalement, et effectivement, la politique de vaccination aux États-Unis donne le tournis, c'est un véritable succès. Plan de relance aussi économique, un plan de relance en donnant des chèques à tous les Américains. Alors ça aura peut-être pour effet d'aller nourrir la machine à produire chinoise, c'est un autre problème, mais en tous les cas un plan impressionnant, et puis aussi un plan de relance des infrastructures. On sait que le problème majeur des États-Unis, c'est les infrastructures qui sont vieillissantes. Dans un livre déjà ancien, Brzezinski disait que c'est l'une des failles les plus importantes des États-Unis. Eh bien, Biden va vouloir reconstruire les infrastructures des États-Unis. Juste un chiffre pour comparer. En 88, la Chine n'avait que 150 km d'autoroute. En 2012, ils vont égaler le kilométrage d'autoroute américain, 96 000 km. Mais aujourd'hui, la Chine en est à 160 000, les Américains n'ont pas bougé. Mais c'est sur le plan international que Joe Biden fait preuve de leadership et il se montre à la fois plus ouvert que Donald Trump et George Bush, ce qui n'est pas très difficile, mais en même temps plus ferme que Barack Obama, notamment à l'égard de la Chine et de la Russie. Alors peut-être que les temps ont changé, mais Barack Obama a essayé d'appuyer sur le bouton reset des relations avec la Russie, il ne l'a pas fait, il a été gêné pour cela par le complexe militaro-industriel, et par rapport à la Chine, c'était peut-être encore l'époque où on pensait que la Chine allait adopter un comportement pro-occidental. Il n'y a plus de division là-dessus. Biden tape, et il tape fort, il traite Poutine de tueur, et son secrétaire d'État évoque un génocide pour parler de la politique chinoise dans le Xinjiang. Ce qui est impressionnant, c'est la décision de se retirer d'Afghanistan. Oui, bien sûr, c'est un échec pour les États-Unis, mais il ne servait à rien de continuer. Cela fait 20 ans que les Américains sont en Afghanistan, et on sait très bien que cette guerre ne sera jamais gagnée. On ne pouvait que la prolonger indéfiniment. Dans ses mémoires, Barack Obama raconte que Biden s'était souvent opposé au Pentagone, notamment quand il voulait augmenter le nombre de militaires en Afghanistan. Là, il prend vraiment le pouvoir et il oblige les militaires à partir. Bien sûr, on peut dire que les talibans risquent fort de reprendre le pouvoir, mais c'est parce que dès le départ, cette guerre a été mal conçue et Biden n'en est en rien responsable. Biden rassure les alliés européens et les alliés asiatiques qui avaient été bousculés, malmenés, insultés par Donald Trump. Ceux-ci sont ravis et on sent donc effectivement une nouvelle ère, une nouvelle cordialité dans les relations entre Européens d'un côté, alliés asiatiques de l'autre et les États-Unis. Son engagement à lutter contre le réchauffement climatique est une bonne nouvelle aussi. On a besoin d'une participation active des États-Unis sur ce chantier indispensable pour la survie de l'humanité. Et puis peut-être la nouvelle la plus surprenante, c'est son combat contre les GAFAM et contre les multinationales, le fait de vouloir imposer une taxation à 21% au niveau mondial, qui va permettre enfin de lutter contre l'évasion fiscale, qui avait été très largement soutenue et acceptée par les États-Unis pendant très longtemps. Et bien là, effectivement, il a besoin d'argent pour financer ces programmes, il va un peu plus faire payer les riches, il va un peu plus faire payer les multinationales, et le fait que les États-Unis, qui étaient à la base de l'ultralibéralisme, des politiques globales d'évasion fiscale à partir des années 80, prennent le combat en sens inverse, c'est une bonne nouvelle, on ne peut qu'en s'en féliciter, c'est vraiment quelque chose qui va changer dans le monde, puisque à partir du moment où les États-Unis luttent contre les paradis fiscaux et contre l'évasion fiscale, il va être difficile quand même de l'accepter. Le paradoxe serait peut-être de voir que c'est peut-être la Chine qui va à la première lutter contre ça, puisqu'on sait qu'à Hong Kong, ils essayent de retenir les riches capitalistes par des exemptions fiscales, ceux qui seraient tentés de fuir par rapport aux restrictions des libertés. Tout ceci est des bonnes nouvelles, mais il faut quand même être vigilant sur deux points. Le premier, c'est de ne pas tomber même avec le sourire, dans un discours de choc des civilisations. L'Ouest contre le reste, the West versus the rest. Et dans sa volonté de faire alliance des démocraties contre l'ogre russe et l'ogre chinois, il y a un peu ce côté, effectivement, on pousse les Russes dans les bras des Chinois. Bien sûr, la ligne de division entre démocratie et régime autoritaire, elle est claire, quoi qu'on s'accommode un peu d'autres régimes autoritaires
par exemple l'Égypte et d'autres, etc. Mais donc il faudrait faire attention de ne pas recréer un nouveau climat de confrontation bipolaire par un langage un peu trop musclé. Bien sûr, tenir un langage de vérité aux Russes et aux Chinois, mais ne pas s'embarquer dans une politique qui vienne radicaliser l'antagonisme entre ceux-là. Et on peut voir qu'il y a une tentation chez certains Américains de grossir en perspective la menace russe, la menace chinoise pour ramener les brebis égarées autour du leadership américain. Et puis, c'est quoi ce leadership? Est-ce que c'est un partenariat ou est-ce que c'est une volonté effectivement de dominer le monde de nouveau, quitte à grossir la menace extérieure? Et là, il y a quand même toujours ce problème de l'extraterritorialité. On dit que c'est trop délicat de s'y attaquer, mais non, enfin, c'est très possible de s'y attaquer, c'est un sujet central, et les États-Unis ne peuvent pas dire qu'ils sont nos alliés et qu'en même temps ils nous punissent comme des mauvais élèves si nous ne faisons pas tout ce qu'ils veulent, leurs quatre volontés en matière commerciale. Donc il faut se réjouir de nombreux points de la nouvelle politique de Biden, mais puisque l'on parle de rapport de force, il faut faire attention. Il y a bien sûr un rapport de force à mettre en œuvre avec Moscou et Pékin, mais il y a aussi, d'une autre manière, un rapport de force à mettre en œuvre avec Washington.